Bienvenue dans Le Juste Rythme, le podcast qui explore le cœur, le corps et la tête. Je suis Marion Béchade, une femme, une mère, une entrepreneuse passionnée mais souvent débordée, en quête chaque jour d'un peu plus de sérénité. Un podcast pour se déculpabiliser et peut-être se donner une nouvelle impulsion. Cet épisode du podcast Le Juste Rythme est soutenu par l'Auberge Basque, un hôtel-restaurant relais et châteaux, un lieu unique au cœur du Pays Basque qui invite à ralentir, à se reconnecter à ses 5 sens et à prendre un temps pour soi. L'endroit parfait pour retrouver son juste rythme. Dans cet épisode avec Océane, alias Colette sur les réseaux, j'ai découvert la jeune femme derrière l'image, la jeune femme derrière les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle divise, certains l'adorent, d'autres la jugent. Mais au-delà du personnage, il y a Océane, une femme libre, drôle et sincère. J'ai voulu la rencontrer pour me faire mon propre avis et j'ai découvert une femme au parcours atypique, animée par une énergie bouleversante. Elle a décidé de faire des causes féminines son projet de vie et de transformer sa parole en espace de solidarité. Dans cet épisode, elle parle de vulnérabilité, d'injonction, de maternité, de liberté. Une conversation sincère et vibrante où l'on découvre la femme derrière le personnage et où l'on comprend qu'être soi est déjà un acte de courage. Je vous laisse découvrir le juste rythme d'Océane. Bonjour Océane. Bonjour Marion. Ton nom de scène c'est Colette, donc on va continuer l'interview avec Colette, mais j'aurais quand même envie d'avoir quelques infos sur Océane. Avant que nous commencions, dans quelle énergie es-tu là tout de suite maintenant ? Eh bien écoute, tout va bien. Après en ce moment, je t'avoue, je suis très fatiguée. Très fatiguée, Voilà. Beaucoup de choses. Exactement. Bon, tu vas pouvoir nous en dire plus. Oui. Donc Colette, tu es une entrepreneuse passionnée, tu as touché un peu à tout avant de trouver ton rythme, ta voix. Tu as commencé dans la restauration avec ton propre food truck, puis tu t'es plongée dans la communication comme community manager. Très tôt, tu t'es formée à la photo, tu es devenue ambassadrice pour des marques. Tu as construit un réseau très solide et aujourd'hui, c'est ce qui te permet d'organiser des événements de shooting, de créer du contenu et d'imaginer des expériences sur mesure pour les femmes, les Girls Gang. J'ai trouvé que tu avais vraiment une énergie incroyable sur les réseaux. Du coup, j'ai eu très envie de t'inviter sur ce podcast. Et je voulais savoir si tu devais décrire ton rythme au quotidien en 3 mots, lesquels tu choisirais. Alors déjà, très intense, je dirais, au niveau du rythme. Je dirais également beaucoup de charge mentale. Et également un rythme passionné. Voilà, ce serait vraiment ces 3-là. Mais ça tourne vraiment autour de l'intensité. C'est un rythme où tu t'arrêtes jamais, t'as jamais de pause. Donc voilà, j'essaye de temps en temps de m'octroyer des petites pauses et de prendre du temps pour moi, mais ça m'arrive très rarement, malheureusement, parce que c'est un métier de passion. Enfin, tout ça, vraiment, c'est tellement passionnant et j'aime tellement ce que je fais que c'est pour ça que je suis tout le temps dans l'intensité et qu'il y a énormément de charge mentale. Et l'intensité, elle prend quelle forme, du coup ? C'est en fait du non-stop. Ça ne s'arrête jamais. Du lundi au dimanche, du matin au soir, c'est vraiment sans arrêt. Il y a toujours quelque chose à faire. Et vu que justement, j'adore entreprendre, j'aime pas non plus la monotonie. Donc, il faut toujours que je fasse quelque chose. Je suis de nature très hyperactive. Donc, c'est pour ça aussi que j'adore tout le temps bouger, tout le temps faire des choses différentes. Et vraiment, il y a toujours un truc à faire, que ce soit des montages vidéo, que ce soit écrire un script, que ce soit du coup organiser des événements. En dehors de ça, j'ai aussi en ce moment un métier, entre guillemets, 2 fois par semaine, qui est un peu plus stable, c'est être mannequin pour Roxy. Donc, ça me prend aussi 2 jours par semaine. Voilà, c'est juste, ça ne s'arrête jamais. Tout est création de contenu, tout est propice à un moment donné répondre à un mail. Voilà, trop de choses à faire, en fait. Trop de choses à faire. Du coup, si on revient à tes débuts, justement, avec ce food truck, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur l'entrepreneuriat ? Alors que les premières années, en tout cas, la première fois qu'on ouvre son entreprise, on fait énormément d'erreurs. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup appris sur les erreurs à ne plus faire, à ne plus répéter. Et également, j'ai appris que malheureusement, personne ne t'aide dans ces moments-là. Quand tu veux construire ton propre business, quand tu demandes conseil à d'autres personnes qui font plus ou moins, qui ont fait la même chose que toi, plus ou moins, etc., j'ai l'impression que personne n'arrive à te donner vraiment les bons conseils et t'es vraiment beaucoup perdu. Et t'as vraiment l'impression aussi que tout seul, c'est comme si c'était beaucoup plus dur, comme si t'allais jamais y arriver. Et également, il y a aussi ce truc qui m'avait fait, on va dire, beaucoup de mal à l'époque, c'est que personne croit vraiment en toi.
Voilà, t'es là, tu veux ouvrir ton propre business, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui te disent non mais est-ce que tu vas vraiment y arriver? Non mais tu sais que il faut faire tout ça pour ouvrir ton propre truc. Tu sais que ça coûte de l'argent. Tu sais que en fait c'est que des réflexions assez négatives qui vont pas te pousser en fait pour ouvrir ton propre truc. Je sais pas, c'est peut-être de la frustration que les personnes voient. Enfin, c'est un effet miroir, je pense. C'est sûr même. Voilà. Et non, et aussi, du coup, vu que t'es un peu tout seul, tu fais énormément d'erreurs. Il y a tellement de choses que tu sais pas parce que c'est très compliqué. Il faut toucher à tout. Tu te rends compte qu'il faut vraiment être en même temps comptable. Moi, du coup, c'était, je faisais c'était un food truck d'acai bowl, de jus de fruits frais, etc. Donc, je devais en même temps être pâtissière, comptable. Je devais gérer tous mes stocks, les courses, etc. Tout ce qui est la caisse, faire le ménage. S'il y a un frigo qui pète, c'est à toi de gérer le truc. Donc, tu dois vraiment être toute une personne en une, quoi. Enfin, au moins 5 personnes en une, on va dire. Le food truck, il a duré 3 ans, donc t'as quand même plutôt bien réussi. Oui, après, c'était que saisonnier. Mais honnêtement, c'était pas du tout rentable. C'était pas du tout rentable parce que le problème des food trucks, c'est que t'as pas trop d'espace de stockage, en fait. Donc, tout est principalement frais. C'était un très petit food truck. Donc, tu fais malheureusement, tu jettes énormément. Et même quand t'arrives à gérer, entre guillemets, toutes tes... tout ce que tu dois vendre, etc. dans la semaine, dans la journée. À tout moment, tu loupes aussi des ventes parce que tu commandes pas assez. Si tu commandes trop, tu vas jeter. Et étant donné que là, aujourd'hui, encore plus maintenant, tout coûte très cher, la matière première coûte très cher, c'est très difficile de te faire une marge. Quand tu te fais un food truck, que tu te fais une marge de x3, tu comptes pas en fait ton moment où tu vas gérer les commandes, gérer les stocks, tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que si tu veux être rentable, faut faire des choses qui sont très rentables et qui te font une grande marge, comme des crêpes, des gaufres, etc., ce que je ne faisais pas. Donc malheureusement, j'avais mon food truck pendant 6 mois et après, je devais travailler 6 autres mois dans l'hôtellerie, en fait. Donc je ne m'arrêtais jamais. Ouais. Et le food truck, je travaillais 80 heures par semaine. Finalement, je gagnais moins qu'un salarié, en fait, si je devais vraiment compter mes heures de travail. Et du coup, dans ta façon de travailler aujourd'hui, ce projet de food, pas ce projet, mais ce food truck, qu'est-ce qui t'a amené dans ta façon de travailler aujourd'hui? Déjà, à arriver à prendre un peu plus de légèreté, arriver à gérer un peu mieux. Enfin, c'est vrai que le fait d'avoir un food truck, ça m'a également appris que il faut pas attendre que tout soit parfait aussi pour commencer d'entreprendre. En fait, ma première entreprise, j'avais envie que tout soit nickel, tout soit parfait. J'ai commencé, par exemple, à faire des stickers, à faire des cartes de visite. Et en fait, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour rien. Alors que c'est pas des choses qui sont forcément nécessaires. Et en fait, c'est vrai que plus t'avances dans l'entrepreneuriat, plus tu te dis que t'as pas besoin d'attendre d'être parfaite pour réaliser un projet. Par exemple, les Girls Gang, ça prouve totalement ce que je dis actuellement. C'est que les Girls Gang, ça s'est fait tellement naturellement. Et aujourd'hui, j'ai même pas attendu d'avoir une page Instagram pour faire ces événements. J'ai pas attendu de me faire un nom, de créer des stickers, etc. J'ai tout fait comme si je faisais pour une bande de copines, en fait. Et ça s'est fait tellement naturellement. Et aujourd'hui, ça prend forme. Aujourd'hui, ça commence à devenir un projet un peu plus important parce que justement, j'ai tout fait... Vraiment hyper naturellement, je me suis laissée totalement aller, totalement libre là-dedans et j'attends pas du tout d'être parfaite et que mes événements soient carrés de A à Z pour les construire et pour les faire. C'est peut-être ce qu'on aime justement oui. En tant que consommatrice. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet d'entrepreneuriat, justement, ça serait quoi ton conseil ? Alors, mon plus gros conseil, en tout cas, par rapport à ce que j'ai vécu, ce serait de ne surtout jamais écouter les autres, de s'écouter soi. Vraiment intérieurement. Si on sent que c'est le bon projet, si on sent que c'est quelque chose qui est fait pour nous, il faut vraiment y aller, il faut vraiment foncer. Et le problème, c'est que si tu écoutes, même des fois, malheureusement, ta famille, en fait, c'est parfois des personnes qui vont pas forcément dire des choses qui vont être positives pour ton business. C'est des perceptions qu'ils ont eux. Des peurs qu'ils projettent. Des peurs qu'ils vont projeter, des façons de penser, des fois, qui sont pas les mêmes que les tiennes ou qui sont pas forcément... les bonnes. Et malheureusement, si tu écoutes les gens à chaque fois que tu leur poses la question, est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Est-ce que tu penses que je devrais faire comme si? En fait, tu t'embrouilles le cerveau, tu t'embrouilles la tête. Et malheureusement, tu fais les choses totalement à l'envers. Dans un business, la plupart des gens vont toujours dire, non, mais il faut que tu aies un business plan, il faut que tout soit carré, tu dois présenter ça à la banque, etc. Si tu commences à te frustrer, à avoir peur de ça et te dire, waouh, il faut vraiment que je monte un truc nickel, carré de A à Z, tu te lances jamais, en fait. Est-ce que tu penses justement que tout ce côté business plan, etc., ça freine la créativité ? Oui, je trouve énormément parce que tu te bloques d'une certaine manière, en fait. Ça veut dire que ton business plan, tu dois imaginer que sur les prochaines années, ça doit être comme ci, comme ça. Alors que finalement,
quand tu crées ton business, ça peut changer vraiment d'un mois à l'autre, même d'une semaine à l'autre. Ça se fait tout seul en fait. Plus justement tu vas être dans ton projet, plus en fait ta créativité va aussi se développer et tu vas sûrement apporter des choses du jour au lendemain, de plus en plus, etc. Donc pour moi, c'est vrai que créer un business plan, ça va quand même te bloquer. Tu vas avoir une certaine vision, une certaine image. Tu vas présenter ça et tu vas avoir l'impression que si tu as présenté ce business plan, tu peux plus vraiment changer, modeler ce business plan en fait. Voilà. Et ensuite, donc, tu es passé du food truck au community management, puis à la création de contenu. Qu'est-ce qui relie toutes ces activités? Est-ce qu'il y a eu des étapes? Des étapes, je ne sais pas trop. Après, c'est vrai que la community, tout ce qui est community management, ça se lie énormément à la création de contenu. Vraiment, ce que j'adore dans tout ça et ce qui se rejoint beaucoup, c'est justement la créativité. C'est créer, en fait. C'est créer des vidéos. Ce que j'aime vraiment, c'est trouver une idée de contenu, une idée de vidéo à faire, une idée même de photos à faire, etc. Et pouvoir mettre en œuvre cette idée. Et non, c'est vraiment tout un truc que j'adore. C'est vraiment la création, principalement. Et c'était quoi ton premier déclic pour créer et prendre, toi, la parole sur les réseaux? Ça s'est fait hyper naturellement. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Déjà, j'aime beaucoup parler. Et ça a été pour moi je pense que les réseaux sociaux, ça a été comme quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, même pendant mon adolescence. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, pour se libérer un peu l'esprit, etc., pour se faire du bien, ils vont dessiner. Il y en a d'autres qui vont lire. Moi, je sais pas, c'était mon échappatoire, en fait, les réseaux sociaux. Et ça l'a beaucoup été, même quand il y avait l'époque MSN, même à cette époque, j'adorais discuter avec des personnes, même des personnes que je ne connaissais pas. Je jouais aussi aux Sims à l'époque, et les Sims, ça m'aidait à parler avec des gens que je connaissais pas forcément. Et du coup, en fait, des fois, tu crées une genre de communauté. Tu discutes avec des personnes qui te ressemblent, qui ont la même façon de penser, etc. Et je trouvais ça très important parce que j'ai jamais trouvé que j'étais très soutenue, autant au niveau familial que au niveau amical. Donc en fait, vraiment, les autres personnes que je ne connaissais pas m'aidaient beaucoup plus que mon entourage. Et j'avais commencé les réseaux sociaux justement très très jeune, vers 20 ans, mais c'était très très mal vu à l'époque, très jugé. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté pendant 6-7 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une façon naturelle en fait de parler en story. Je dénonçais des choses beaucoup. Tout ce qui est injustice, ça me touche énormément. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce truc naturel de dénoncer, de parler. J'ai besoin de parler. Si je vois un truc qui me plaît pas, que je trouve vraiment injuste ou que je me sens de défendre une cause ou de défendre quelqu'un, je vais le faire tout naturellement parce que je trouve ça hyper important et que j'aime ça aussi. Donc voilà, toute cette histoire de réseaux sociaux, finalement, tout se lie en fait. Le fait de parler, de prendre la parole, le fait de même montrer, j'aime bien aussi faire des jolies photos, faire des belles vidéos, et ça reste aussi dans la création, donc c'est vraiment plein de choses qui se lient. Tu fais aussi donc du mannequinat. La photo, ça fait partie de ton parcours, là, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le regard des autres, justement, et la confiance en toi? Alors, le mannequinat, c'est pas forcément justement quelque chose qui t'aide à avoir confiance en toi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est un milieu vraiment horrible. Honnêtement, voilà, je n'aime pas trop ce milieu. J'ai vraiment essayé justement de faire partie de ce milieu, mais ça fonctionnait jamais vraiment avec mes mensurations, etc. Là, honnêtement, je peux dire honnêtement, mes mensurations n'allaient jamais, j'étais jamais assez mince, etc. Des fois, t'as des modes en fait du moment dans le mannequinat. C'est des fois la mode des femmes qui sont très très blanches, qui ont une peau voire limite translucide, ou certaines modes où en fait ce sont les métisses, etc. Et par exemple, actuellement, mon agence de mannequinat m'avait dit un truc en mode que j'étais démodée. La blonde un peu surfeuse californienne, par exemple, c'est un peu démodé, etc. Donc en fait, quand on dit des choses comme ça, tu sais, tu t'as vraiment, ça peut vraiment facilement te faire perdre confiance en toi. Et c'est un milieu très, très compétitif en tant que femme, parce qu'il faut toujours être plus parfaite. Il faut correspondre à la mode du moment, il faut correspondre à certaines mensurations. Voilà, même quand tu envoies tes polas, etc., à certaines marques, t'es en compétition, entre guillemets, avec 10, 20, 30 autres femmes. Et du coup, tu te demandes à chaque fois, mais pourquoi pas toi, etc. Donc, moi, c'est un milieu que je conseille pas du tout. J'y ai touché un peu en étant, mannequin de temps en temps pour certains, surtout des marques de surf. Moi, c'était que des marques de surf. Rip Curl, Roxy, Oxbow, etc. Mais voilà, c'est pas du tout un truc qui aide dans la confiance en toi, pas du tout. Et même faire des photos,
En soi, ça dépend aussi. J'ai toujours préféré faire des photos avec des photographes, par exemple de la région, qui justement arrivent à te mettre du coup en valeur. Et là, du coup, tu t'es là en mode, oh mais trop chouette, c'est vrai que je rends comme ça, waouh, en fait, je me trouve trop belle sur ces photos. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le côté qui t'aide plus à prendre confiance en toi. Te sentir hyper belle quand tu vois des photos de toi qui sont développées par les photographes, qui t'aident vraiment à te sentir toi-même au moment des photos et t'aider dans la prise en confiance en soi. Mais voilà, au milieu du mannequinat, vraiment, je conseille pas. Et est-ce que dans ta jeune carrière, tu as déjà ressenti la pression de devoir un peu accélérer Tout le temps. tout le temps? Elle est tout le temps présente. Elle est tout le temps présente, même si sur les réseaux sociaux, j'essaie de donner mes conseils aussi en disant justement qu'il ne faut pas se mettre de pression, mais je suis la première à qui je mets la pression, en fait. Et comment tu concilies du coup ambition professionnelle et respect de ton rythme, à toi? Ah, il n'y en a pas. Je ne respecte pas mon rythme. En vrai, je ne me respecte pas dans, dans le rythme et dans la charge mentale. J'en suis totalement consciente. Voilà, j'ai beau... je vais en plus voir pas mal de professionnels au niveau de développement personnel, pour la gestion du stress, etc. Mais on me le dit tout le temps que j'ai un niveau de stress qui est immense, que j'ai un niveau d'anxiété qui est immense. Voilà, ça joue sur tout. Enfin, même au niveau de ma santé, des fois ça me joue des tours, je fais des mini burn-out, etc., où j'arrive plus à bouger, j'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à penser. Ça m'arrive très souvent. Malheureusement, c'est ces métiers où tu fais le plus de petits burn-out, en fait, comme ça. On sait actuellement que vraiment le métier, tout ce qui est d'influence, le métier d'influence, c'est un des métiers où, malheureusement, des fois, t'as le plus de problèmes de santé parce que t'as trop de charge mentale, en fait. Tu te fous trop la pression. C'est constant. Et du coup, tu dirais, comme tu dis, ton corps t'envoie des messages. Oui. Donc, tu as choisi de ne pas les écouter. Voilà, je ne les écoute pas. Je continue quand même. Très bien. Voilà. Et est-ce qu'il y a des projets que tu as déjà refusés parce que ça ne correspondait pas à tes valeurs? Oui, bien sûr. Ça, très régulièrement. Okay. En plus, des fois, j'ai un peu de peine parce que c'est des personnes vraiment qui ont l'air trop sympas, etc. Mais c'est vrai que des fois, on me propose des projets ou de travailler en partenariat, collaboration avec certaines marques, on va dire, ou certains services. La personne a l'air super, m'envoie un mail super gentil, etc., trop chouette, mais ça correspond pas du tout à ce que je partage ou ce que je consomme. Et ça, on peut pas. Franchement, si on veut rester crédible dans l'influence, dans la création de contenu, pour avoir une communauté vraiment qui est engagée et qui nous suit pour ce qu'on est, on peut pas travailler avec des marques ou des services ou autres qui nous correspondent pas. C'est pas possible. Tes valeurs, c'est bienveillance, respect et professionnalisme? Oui, féminisme aussi. Féminisme. Comment est-ce que tu les incarnes au quotidien? Comment je les incarne au quotidien dans ma création de contenu? Oui. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de posts féministes de plus en plus. Oui. Voilà. Donc, ça me tient énormément à cœur de faire du contenu pour les femmes qui peut aider les femmes et même de parler de toutes ces injustices, etc. C'est très important d'arriver à déconstruire tout ça, d'arriver à en parler. En fait, plus je m'intéresse sur ce sujet aussi et plus je découvre des choses tous les jours qui me semblent totalement hallucinantes. Donc, ça me fait du bien de les partager et aussi de pouvoir donner ces informations à tout le monde, aux femmes, aux hommes, voilà. Tout ce qui est bienveillance, etc., du coup, je peux le partager dans mes événements Girls Gang, donc ça, c'est super chouette. Tout ce qui est sororité, justement, se réunir de nouveau entre femmes, de nouveau avoir de la solidarité féminine, c'est quelque chose, je pense, qu'on a tout à un moment donné oublié en tant que femme. On s'est toutes déconnectées du féminin, etc., à cause de la compétition qu'on avait en tant que femme depuis qu'on est toute petite, malheureusement, la comparaison entre nous. Donc, du coup, ça me fait énormément de bien, ces Girls Gang, justement, parce que ça réunit des femmes qui sont vraiment... mais qui ont les mêmes valeurs que moi, en plus. C'est ça qui est chouette. Vu qu'elles me suivent pour ce que je suis et qu'elles font partie de ma communauté, quand on se rejoint toutes ensemble, c'est toutes des nanas avec qui je pourrais vraiment trop être copine. Et c'est ça qui est trop chouette. Ouais, le jour, tu as fait une story, tu as dit, en fait... elle disait, en fait, t'es sympa. Ça t'a fait hyper plaisir qu'en fait, on te voit vraiment pour qui tu es. Oui, totalement. Mais c'est vrai que c'est ça aussi. J'ai une certaine image, malheureusement. Sur les réseaux sociaux, on voit la blonde là qui parle, qui a une énorme grande gueule. Et j'ai beaucoup de jugements, effectivement, de l'extérieur, de personnes qui ne me connaissent pas et qui, je sais pas. Je pense que tout le monde se juge de toute façon dans tous les cas. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup ce truc de beaucoup de personnes avant de me connaître et même des amis aujourd'hui qui me disent, c'est vrai qu'avant de te connaître.
Je pensais vraiment que t'étais une meuf, que j'allais pas t'aimer, quoi. Et puis, au final, on se connaît, on devient hyper amis. Elles sont là, mais meuf, je t'adore. Enfin, voilà. Ça me fait tout le temps. Ça m'arrive vraiment. C'est l'histoire de ma vie. Mais depuis que je suis toute petite. Oui, t'en as souffert quand t'étais enfant, tu dirais, tout le temps. ou adolescente. Enfant, pareil. Enfant, pareil. Tout le temps, un premier jugement. J'ai l'impression que c'est malheureusement très physique. Les personnes jugent d'abord sur le physique. En fait, j'ai toujours été la petite blonde, en fait, on a défini un peu, malheureusement, c'est vraiment le jugement, le cliché de la blonde conne, écervelée, tu vois. Et quand elle ouvre sa gueule, elle est encore plus conne, ou alors elle est folle. Tu vois, c'est vraiment vu que j'ai toujours été grande gueule, en tant que blonde, mais alors là, c'était la folle hystérique, ou qui se prend de haut aussi, qui se prend pour je sais pas qui. Tu sais, la personne que tu vois, elle ouvre sa gueule, automatiquement, elle se prend pour une personne qu'elle n'est pas, ou voilà. Et du coup, comment est née cette histoire, ce projet du Girls Gang? Super naturellement. J'ai jamais vu quelque chose qui s'est fait de manière aussi naturelle que ça. Vraiment. Et en plus, un jour, quelqu'un m'avait dit une phrase, je sais plus exactement comment la phrase était formulée, mais qu'en gros, les projets les plus importants dans ta vie, ou ceux qui avaient le plus de sens, c'est ceux que tu ne forces pas, qui viennent totalement naturellement. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était donc je me baigne régulièrement l'hiver, janvier, février, mars, quand il fait très froid, quand l'eau est glaciale. J'adore ça. Et en fait, j'avais juste mis une story comme quoi j'étais allée me baigner, et j'ai plein de femmes qui m'ont répondu en mode non mais je serais trop chaud de venir avec toi. J'ai trop envie d'essayer aussi de me baigner dans l'eau froide en fait. Bref, donc après j'ai fait un sondage. Et vite, il y a eu 10, 15, 20 femmes qui sont venues se baigner avec moi, en fait. Le problème, c'est qu'après, on était dans Biarritz et on bondait les cafés. Les cafés, ils nous voyaient débarquer, il y avait 20 nanas. Alors moi, je veux un latte, s'il vous plaît. Moi, je veux un latte nanana. Enfin, un matcha. Pardon, j'ai fait un combo entre latte et matcha. Et en fait, je me suis dit, non, mais il faut que j'organise bien ça, que je fasse les choses carrées, parce que c'est pas possible. Et puis, il y a un truc à faire. Donc, en fait, finalement, j'ai réuni en fait une activité. Donc au début c'était que les baignades. Après je me suis dit il faut que je fasse un brunch, comme ça on mange tout ensemble, parce que c'est vrai qu'on a faim quand on fait une activité un peu sportive, ou même avec le froid, etc. On invite un petit chocolat chaud, ou d'un café, et manger quelque chose, c'est toujours chouette. Et en plus on parlait toujours énormément pendant ces journées-là entre femmes, et je me dis on a besoin de parler en fait, vraiment on a besoin de parler entre nous, d'échanger, etc. De se reconnecter. Et je me suis également dit qu'il fallait que je lie ça avec le développement personnel, parce que c'était totalement dans l'état d'esprit de cette journée finalement. Et vu que j'ai de la chance d'avoir pris aussi beaucoup soin de moi au niveau du développement personnel, j'ai quand même beaucoup pris soin de moi au niveau mental, même si aujourd'hui, ma charge mentale est extrême. Bon bref, j'ai fait beaucoup de travail en amont, on va dire. Aujourd'hui, il faudrait que je m'y remette. Mais du coup, j'ai connu aussi beaucoup de professionnels, justement, comme tout ce qui est médium, numérologue, kinésithérapeute, etc. Et en fait, je me suis dit que c'était super de les ramener justement au Girls Gang pour qu'elles puissent parler de leur métier, de ce qu'elles pouvaient apporter. Et en fait, ça fait du bien à toutes les femmes finalement, parce qu'on en apprend dans ces journées-là, on en apprend toujours un peu sur nous à parler de ces choses-là. Et donc, du coup, c'est chouette. Et c'est quoi ton plus beau souvenir avec cette communauté, justement ? Mais le plus beau souvenir, c'est que justement, en fait, c'est vraiment l'énergie de groupe entre femmes. À chaque fois, je suis assez choquée, même émue, et je trouve ça juste génial que ça nous rend hyper heureuses, en fait. Parce que c'est vrai que cet événement, je l'ai fait pour les femmes, mais je pense que je l'ai fait pour moi, principalement. D'abord, en fait, finalement, parce que ça me fait autant du bien à moi, je pense, que toutes les femmes qui sont présentes sur l'événement. Et ce qui est vraiment super chouette, ce que j'adore à chaque fois, c'est que souvent, je fais des groupes, du coup, Instagram pour faire ces événements. Et après, les filles, elles restent en contact, elles continuent à se parler, à se voir, etc. Et ça, pour moi, je me dis, waouh, c'est que l'événement, c'est trop réussi, quoi. C'est le but, en fait. Et du coup, je trouve ça trop chouette. Et vraiment aussi, ce qui m'avait marqué, c'était une nana qui avait dit justement que, de base, elle n'était pas du tout sororité, etc. Qu'elle avait beaucoup de mal avec les femmes, qu'elle avait eu beaucoup de compétitions, justement, avec les femmes dans sa vie. Et que cet événement l'avait énormément aidée pour retrouver justement la solidarité féminine et la sororité, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, c'est fort. Ouais. Et comment est-ce que tu imagines le Girls Gang dans 5 ans ? J'espère que... Déjà, le Girls Gang, je le développe aussi avec des posts informatifs au niveau du féminisme. Donc, j'espère aussi que potentiellement, ça pourrait devenir peut-être une page de médias.
Mais bon, voilà, il faudrait que je travaille aussi avec quelqu'un, parce que si je fais tout toute seule, je vais jamais y arriver, je crois. Ça sera trop pour une petite personne. Donc peut-être une page médiatique et en fait, peut-être organiser des événements Girls Gang aussi autre part que sur la côte basque, et des événements un peu plus importants, des événements de sensibilisation, un peu d'éducation. Et j'aimerais aussi, plus tard, faire intervenir justement qu'il y ait des hommes aussi à ces événements. Parce que je trouve ça très important aussi de sensibiliser des hommes, bien sûr, par rapport à tous les droits féminins, par rapport à tout ce qu'on vit, etc. Parce que voilà, on en parle entre femmes, donc c'est bien. Donc il y a de plus en plus de femmes qui enfin, ça ouvre la parole à beaucoup de femmes. Voilà, ça enlève aussi la banalisation et la normalisation de certaines choses qu'on a trop justement normalisées et banalisées depuis qu'on est jeune. Et du coup, ce serait vraiment super si justement, dans des gros événements, il y a des hommes qui puissent aussi participer à ces événements-là pour écouter justement les femmes et la voix des femmes. Super projet. Tu dirais, enfin, tu as un petit peu répondu déjà, tu as dit que ça venait faire du bien à toi, mais qu'est-ce que tu penses que ça vient nourrir chez toi ou est-ce que ça vient guérir quelque chose d'organiser ce genre d'événement? Mais déjà, moi-même aussi, ça me réconcilie avec les femmes. Là, c'est tout un apprentissage également. C'est vrai que je pense qu'il y a encore 3 ans, j'étais pas autant avec les femmes, girls, etc., girls power. On a, je pense, beaucoup malheureusement été, encore une fois, dans cette compétition, cette comparaison entre femmes. Et je me suis vraiment rendu compte que justement, plus en fait plus on se donnait de la force en tant que femme, et plus on était plus fortes toutes ensemble. Et c'est ça qui est super. Et ça me fait vraiment énormément de bien de pouvoir me reconnecter justement à toutes ces femmes et de pouvoir aussi leur faire du bien. Ça me fait beaucoup de bien de faire du bien aux autres en fait. T'aurais aimé toi participer à un girls gang quand t'étais un petit peu c'est plus sûr, jeune? Ouais. Totalement. Là, si on parle un petit peu de ton rapport aux réseaux sociaux et ce que tu choisis de montrer, comment est-ce que tu trouves ton équilibre entre humour, inspiration et intimité? Alors, l'équilibre, des fois, on va dire, est compliqué à gérer, mais ça va encore. J'essaie de trouver un équilibre justement entre... En fait, je repasse à des posts un peu plus humoristiques. Quand j'ai eu un post un peu bien vénère... Là, généralement, quand je fais des posts où vraiment j'ai un post très féministe, par exemple, en l'occurrence, qui a fait le buzz, etc., et où il y a eu beaucoup d'interactions, je me prends beaucoup de haine, hein, évidemment, de la part de beaucoup d'hommes, malheureusement. Donc, quand je fais un post comme ça, généralement, j'essaie de passer à de l'humour après. Un peu d'humour, plus de légèreté. Pour en fait faire un petit juste milieu. Et vu que j'adore aussi, je suis belge aussi de base, donc dans l'humour, j'adore ça. J'ai mon propre humour. Il y en a qui aiment pas, hein, ça plaît ou ça plaît pas, voilà. Mais du coup, j'essaie de passer un peu entre contenu humoristique, contenu un peu plus engagé, contenu des fois un peu plus personnel également. Et au niveau de l'intimité, franchement, ça va. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je partage tout sur les réseaux sociaux, que je partage ma vie la plus intime. Ils ont l'impression, mais c'est tellement faux. Enfin, personne ne se rend compte, hein. Même des gens, des fois proches de moi, ne se rendent pas compte à quel point on partage que 20% sur les réseaux sociaux. Si je partageais vraiment toute mon intimité et tout ce qui se passait tous les jours de ma vie, je pourrais pas. Déjà, je pourrais pas. Même pour moi, ça serait trop envahissant dans ma propre vie. Donc, il faut que les gens vraiment arrivent à comprendre ça, que ça devienne tout à fait normal, qu'on partage ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Je choisis de parler d'un sujet, je choisis de partager une partie de ma vie, mais ça va être qu'une seule partie de ma vie. Voilà, il y a des jours où, je vais le dire, hein, si je suis un peu plus déprimée, que je suis pas bien et tout, mais quand je suis vraiment au bout de ma vie, quand je suis vraiment au bord des larmes, etc., personne va le savoir, personne va le voir. Par contre, je vais le faire comprendre quand même sur les réseaux sociaux parce que je suis dans l'authenticité, donc j'en parle. Vraiment aussi, il y a des journées où qui se passent qui sont incroyables, qui se passent vraiment trop bien, mais que je partage avec une seule personne, une amie par exemple. Je vais pas utiliser mon téléphone. Donc il y a plein de moments de vie que je vais pas partager, mais personne n'est au courant en fait. Les gens ont vraiment l'impression d'être dans ma vie à 100%, alors que c'est totalement faux. Mais c'est bien, hein, d'un côté, ils ont l'impression qu'ils sont très proches de moi. Donc tu as trouvé un équilibre. Donc franchement, j'ai trouvé un équilibre. Ouais, totalement. Et comment est-ce que tu gères cette pression des réseaux avec les injonctions, tout ce qui est féminine, sociétal? Je ne la gère pas. Non, je la gère pas trop. Enfin, en soi, j'essaie de prendre un maximum de recul quand même. J'ai de la chance, j'ai 29 ans aujourd'hui. J'ai quand même fait un travail sur moi. J'ai assez confiance en moi. Donc tout ça, je sais que c'est une chance aujourd'hui. Et voilà, d'être tout à fait en accord avec ce que je dis, avec ce que je fais, etc.
Mais c'est vrai que, bon, déjà, en tant que femme, on se remet en question tous les 5 minutes. Mais j'ai des remises en question qui sont constantes, quoi. Et la pression, elle est là, hein. Clairement, la pression est là, hein. Tu crois que les hommes se remettent pas en question? Si. Non, mais c'est vrai que quand je parle à des amis justement, ils ont l'air de quand même beaucoup moins se remettre en question. Et puis je l'avais aussi, j'ai regardé des documentaires, etc. Et j'ai lu aussi beaucoup d'études qui ont été faites justement par rapport aux femmes qui se remettent. En fait, c'est pour ça que malheureusement, des fois, une femme va moins entreprendre, ou en tout cas moins rapidement, parce que justement, on attend d'être parfaite. La société nous a tellement dit qu'en tant que femme, on devait être parfaite. On doit être, pour te présenter quelque part, on doit être bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. Et en fait, rien que ça montre qu'on doit vraiment attendre d'être parfaite pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir faire quelque chose, créer un projet en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on a toutes ces remises en question, parce qu'on a l'impression d'être jamais assez, jamais assez, jamais assez. Alors que dans cette société qui est patriarcale, quand même, généralement, un homme peut arriver en mode one again, même dans la banque. Hein. J'ai parlé avec une banquière du coup du Crédit Agricole qui expliquait qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui montaient des projets et qui demandaient des crédits, alors qu'ils n'avaient même pas de business plan, rien. Et une femme attend d'avoir un business plan parfait avant de demander un crédit. Et ça, c'est prouvé. Il y a vraiment toutes les études et les pourcentages qui sont là et qui le montrent, en fait. Donc, en tant que femme, on se remet tout le temps en question avant de faire ça, voilà. Et sur Instagram, donc, tu es cash et sans filtre. Comment est-ce que tu gères les commentaires désagréables et sexistes que certains hommes, et voire certaines femmes, peuvent te laisser? Alors, des fois, je profite de ces commentaires pour en faire du contenu. Donc ça, c'est très chouette. C'est très chouette, ouais. Voilà. En vrai, des fois, c'est génial parce que les haters, c'est grâce à eux aussi qu'on a de la créativité. Parce que des fois, il y a des commentaires tellement... Lunaire, vraiment, c'est le mot, que tu te dis, mais il faut que j'en fasse un contenu, c'est pas possible. Donc, des fois, franchement, les commentaires des haters, c'est génial parce que ça t'aide énormément dans ta créativité. Donc, des fois, je le vois comme ça, tellement le commentaire est lunaire. Mais après, voilà, ça dépend encore des jours. On reste humain, ça dépend de nos humeurs. Si je suis en SPM, en grosse dépression à cause de mon SPM, autant te dire que si je reçois un commentaire, mais bien méchant comme il faut, qui pique bien là où il faut, c'est pas toujours agréable. Donc voilà, il suffit que t'aies passé une très mauvaise journée, que t'as appris une mauvaise nouvelle. Je veux dire, on est tous humains. On a des problèmes de famille des fois, des problèmes... pour tout, des problèmes de santé, etc. Il y a des moments où on n'a pas besoin de ça, c'est sûr. Voilà, encore une fois, il faut prendre beaucoup de recul. Et là où j'arrive à m'en sortir, c'est que généralement, quand je fais une publication, tu le vois très vite. Hein, si ça va un peu buzzer la publication ou pas, ça monte très vite directement, je trouve. Et il y a directement beaucoup d'interactions. Au début, je réponds. Voilà, je réponds comme ça. Il y a mes premières réponses, etc. Quand le post il fait déjà 2 jours, je ne m'en occupe même plus. Je vois des commentaires sur ce post-là, qu'ils soient positifs ou négatifs, je balaye complet. Je mets des œillères, je regarde pas, comme ça ne me touche plus en fait, ça ne me touche pas. Et en final, c'est tant mieux, je laisse les gens débattre entre eux et ça augmente ma visibilité sur mon... C'est ça qui est génial, c'est que les haters, ils sont super marrants parce que la première chose qu'ils veulent pas, c'est que t'aies de la visibilité, mais pourtant... Ils m'en donnent. Et ça, c'est génial. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous raconter ta pire expérience avec un commentaire en ligne et comment tu y as répondu ou pas, du coup? La pire expérience, elle n'était pas très drôle. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message privé, je vais te violer toi et toute ta famille. Ah oui. Voilà. Donc là, j'ai direct bloqué la personne. C'était un compte anonyme. Et après, j'ai reçu aussi, pas très longtemps après, mais je pense que c'était la même personne qui m'a dit si jamais je te croise dans la rue, je te plante. Et tu ne portes pas plainte ou... En fait, le problème, c'est que c'est des comptes fake. Des faux comptes. Des faux comptes. Après, tu pourrais... En fait, maintenant, je le fais. En fait, j'ai un dossier de plainte. Et en fait, quand il y a des commentaires trop extrêmes, en fait, je mets tout ça dans un dossier de plainte, en fait, parce que ça commence de plus en plus à évoluer à ce niveau-là. Il y a maintenant de la gendarmerie qui travaille sur le cyberharcèlement, etc. Là, je sais que je crois que c'est en Allemagne où il y a des gendarmes sur les réseaux sociaux. Quand en fait tu dis vraiment des phrases trop déplacées qui vont trop loin, en fait, t'as des gendarmes qui répondent à ces commentaires, etc. Et ça va se faire de plus en plus. Bientôt, ils veulent aussi faire une carte d'identité numérique. Ça veut dire que normalement, tous les faux comptes, etc., ça sera pas trop possible. Et du coup, on arrivera direct à identifier qui tu es. En fait, vraiment, l'objectif qui sera... Je pense seulement dans 10-15 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment parti pour. C'est l'objectif, c'est de mettre des amendes à des gens qui ont un comportement, qui ont des commentaires inappropriés. Voilà, c'est comme... Pire, ouais, exactement. Est-ce que toi, tu as quand même réussi à mettre en place des limites, genre modération, blocage, pour te protéger mentalement? Ça se fait automatiquement sur les réseaux sociaux. Tu peux plus utiliser certains mots. Le problème, c'est que les gens, maintenant, tu vois, les gens, s'ils veulent
écrire viol, par exemple, ils vont écrire un V, après un petit astérix, un 0 à la place du O, etc. Maintenant, il n'y a plus rien qui peut être bloqué finalement. Tu peux pas bloquer tous les mots que les gens vont écrire autrement. Enfin, c'est pas possible. C'est fou. Après, tu as aussi déjà un petit peu répondu, mais comment est-ce que tu aimerais que les réseaux sociaux évoluent pour que ce soit plus safe pour les créatrices ? Ben justement, c'est ça. La carte d'identité numérique, ça serait vraiment super, les gendarmes sur les réseaux sociaux, pour que les gens comprennent vraiment que c'est pas parce qu'ils sont derrière leurs écrans qu'ils peuvent se permettre de dire ce genre de choses, quoi. Les gens, vraiment, ils déballent leur frustration sur des autres personnes qu'ils voient sur les réseaux sociaux en oubliant que c'est une personne humaine qui existe. Et je trouve ça vraiment terrible. Je trouve que, et même, j'ai envie de dire, mais s'il vous plaît, voyez tous un psy, quoi. Faites-vous tous accompagner parce que il faudrait que ça se démocratise aussi de voir un psy, même quand tu penses aller bien. Non, c'est trop important, ce genre de choses. Il faut arrêter de banaliser certaines choses et démocratiser d'autres choses. Voilà. Est-ce que parfois, tu as envie de tout couper ? Ah, bien sûr, là, ça m'est arrivé là, encore cette semaine. Je me suis dit, mais mon Dieu, je rêverais là de une semaine, jeter mon téléphone dans l'eau, là. Et tu le fais jamais ? Non, jamais. Même une semaine de vacances où tu coupes tout ? Jamais. Jamais. Tout est propice à faire du contenu. Et en fait, le problème, c'est que même quand je veux couper, ça, c'est mon problème d'hyperactivité. C'est qu'en fait, là, par exemple, donc hier, j'ai vraiment coupé. Hier après-midi, j'étais à la plage, j'ai lu un livre, etc. Et le problème, c'est que quand le moment où ça coupe, mon cerveau, directement, des idées qui reviennent. Créativité, j'ai une idée, il faut que je la note, j'ai une idée. Et en fait, ça ne s'arrête plus. Je ne peux pas dire à mon cerveau, stop, pause. C'est le moment où justement, où tout s'arrête, que toute la créativité revient, mais beaucoup trop vite. J'ai l'impression que j'ai 1000 trucs à la minute, c'est horrible. Donc genre tu les notes. Du coup, je les note. Parce que je me dis, je peux pas oublier ça, c'est trop génial. Donc tu dirais que ta créativité naît dans des moments où justement tu coupes. T'essayes en tout cas. Et ça, c'est très énervant du coup. Parce que c'est ça, en fait, c'est que je veux couper et quand je coupe, mon cerveau n'en fait qu'à sa tête. Vraiment, ça va tellement vite. C'est horrible. Mais c'est ton processus. Du coup, c'est dans les moments de calme. Exactement. Et de vide. Oui. Que toute la créativité revient. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être en décalage avec le reste du monde ? Tout le temps. L'histoire de ta vie. L'histoire de ma vie, matin, midi, soir. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être normale. Et c'est justement les réseaux sociaux qui me font beaucoup de bien. Qui, justement, j'arrive à avoir une communauté qui me ressemble. Et je trouve ça super parce que, en fait, je me rends compte enfin que, c'est pas moi la folle du village, quoi. Et surtout, on nous a beaucoup restreint. J'ai beaucoup, encore une fois, été grande gueule, etc. Mais dans mon hyperactivité, j'ai toujours été une personne qui bouge beaucoup, qui crie fort, qui est toujours un peu folle, toujours à faire des blagues bizarres, etc. Et en fait, on te fait un peu passer pour une folle parce qu'encore une fois, en tant que femme, en plus blonde, t'es censée être douce, mignonne, gentille, attentionnée. Et j'étais pas du tout dans ce truc-là. Dans cette case. Ouais. J'ai essayé de l'être. Et en fait, quand t'essayes de t'enfermer, justement, ça te fait encore plus péter les plombs, en fait. Comment est-ce que tu dirais que ton cycle menstruel influence ton énergie et ta créativité ? Alors, ça, pour moi, c'est une question... c'est vraiment un enfer. Honnêtement, c'est un enfer parce que je me sens tout le temps prise à dépourvu, justement, quand mes cycles arrivent. J'ai l'impression que, en fait, j'en souffre énormément. De ces règles, ça me fait souffrir. En fait, je suis fatiguée. C'est pas plus au niveau de la douleur. C'est surtout que je suis tellement exténuée. Déjà, de base, je suis fatiguée, parce que charge mentale, etc. Mon cerveau s'arrête jamais. Mais pendant mes règles, c'est mon corps, en plus de ça, qui ne veut plus. Donc, j'ai le cerveau plus le corps, en fait, qui est en PLS. Et en fait, j'ai l'impression qu'en tant que femme, c'est hyper dur parce que je sais que je pourrais être plus productive, que je pourrais encore mieux travailler et avancer encore plus vite si j'avais pas ces règles. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis obligée de ne rien faire, mais c'est pas... Le problème, c'est que moi, j'aime bien ne rien faire si c'est moi qui le choisis. Là, je le choisis pas. On m'impose, en fait, d'être pas bien, d'être fatiguée. Et alors, il y a plein de personnes qui disent « Non, mais c'est bien, au moins, ça te fait ralentir. » Oui, mais c'est pas le moment. Et je me rends de plus en plus compte en étant indépendante parce que, entre guillemets, c'était quand même plus facile quand j'étais salariée parce que tu fais un boulot, voilà, tu t'enchaînes, tu fais le truc à la chaîne, tu réfléchis pas trop, etc. Tu fais ton taf, tu commences à 8h, tu finis à 18h. Bon, j'étais encore, dans tous les cas, j'étais exténuée. Je rentrais chez moi, je pouvais pas me faire à manger, je dormais direct, je regardais une série. Mais là, c'est que je me lève dès le matin et je suis en PLS. Je suis là, mais j'en peux plus, mais j'arrive même pas à faire du sport, j'ai envie de manger du sucre, du gras, du coup, il y a rien qui va. Et la créativité est de l'enfer, j'ai plus envie de rien, je suis une mauvaise humeur, je suis en dépression. Et les 2 autres semaines Et les 2 autres semaines, par contre, ils perdent beaucoup d'énergie. En fait, c'est ça.
c'est que les 2 autres semaines, super productives, tu vois. Là, regarde, je vais arriver à mes règles, je pense la semaine prochaine, je sens, je suis en PLS, je suis pas bien. Enfin, pendant 2 semaines dans le mois, eh ben, je sais que c'est la patate, je suis hyper en forme et tout va bien, quoi. Voilà. Parmi tes 5 sens, lequel explores-tu le plus dans ta créativité ? Je dirais plus que j'entends, hein. Toutes les choses que j'entends autour de moi, finalement. Tout est propice à la création. Si j'entends c'est beaucoup ça. C'est beaucoup des discours que j'entends de certaines personnes, des échanges, etc. Ça me donne de la créativité. Encore il n'y a pas longtemps, j'étais dans un repas avec une moyenne d'âge, c'était plus de la cinquantaine, on va dire, principalement que des hommes. Et alors là, les discours sexistes et misogynes, j'étais, mon Dieu, tout Jésus, Marie-Joseph. Et du coup, je me dis, mais ça, tu vois, c'est le genre de choses que je peux raconter, du coup. Ça te fait de la matière. Je peux m'en servir, ouais, c'est de la matière. Est-ce que tu as des petits gestes au quotidien qui te ramènent à toi ? Ah oui, j'en ai. Si. J'allais dire pas du tout, mais en fait, si, quand même. Mon chat. C'est vraiment le fait de jouer avec mon chat, de passer un peu de temps avec lui. Ça, c'est le seul truc qui peut me faire déconnecter. Voilà, c'est vraiment mon chat, c'est mon bébé. Et en fait, quand je suis avec lui, j'aime tellement jouer avec lui. Il est trop mignon. Et en fait, que j'adore. Là, ça, lui, me fait beaucoup de bien, vraiment. Voilà. Je rebondis, là, tu m'as lancé la perche sur le sujet bébé. Oui. C'est quoi ton positionnement sur ce sujet à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, je ne veux pas d'enfant. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas parce que la société me met de la pression que je vais forcément avoir des enfants. En tout cas, voilà, c'est peut-être quelque chose, je pourrais y penser plus tard. Mais actuellement, justement, j'ai déjà tellement du mal à me gérer moi et à gérer mon chat. Comment je pourrais gérer un enfant ? Mais c'est juste impossible. Ça me semble impossible avec la vie que j'ai actuellement. Ou alors, il faudrait que je mette tout en pause. Mais si je mets tout en pause, j'ai plus de revenus. Donc, ça serait juste impossible. Voilà. Et comment est-ce que tu te projettes dans 10 ans au niveau de ton travail, de tes missions, ton métier actuel, de tous tes métiers actuels ? En fait, je pense que l'influence va toujours rester là. Mais je pense honnêtement que vu que j'ai un contenu tellement engagé, etc., que je pense que ça va plus devenir... En tout cas, plus je vais avancer dans le temps, plus ça va peut-être devenir du contenu un peu plus médiatique. En fait, c'est vrai que c'est un contenu quand même très médiatique et très politique finalement dans certains sujets dont je parle, etc. Donc peut-être que à terme, avec vraiment toutes les recherches, etc. que je fais vraiment très régulièrement, ça peut potentiellement aller vers ce biais-là. Enfin, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je pense que l'influence fera toujours partie de mon métier, mais ça sera peut-être d'un point de vue différent. Et je sais également que grâce aussi à l'influence, il y a ces girls gang aussi qui sont nées, qui sont là. Et je pense que ça va vraiment se développer. Ça va se développer en une plus grande communauté, en plus d'événements et peut-être des plus gros événements. Donc je sais que j'ai aussi cet autre métier qui va être là et très présent. Donc voilà, si ça peut grandir avec vraiment des événements ou même... pas une agence de voyage, mais même organiser des voyages, etc. Ça va plus tirer à ce niveau-là. Après, des enfants dans 10 ans, ça, j'en sais rien. Peut-être un autre chat et un autre chien, ça, c'est sûr. Mais non, en soi, on verra. Je pense que ça viendra du jour au lendemain, mais je me mets pas de pression, en tout cas, par rapport à tout ça. Mais en tout cas, l'influence et les girls gang, je suis persuadée que ça restera toujours là. Voilà. Si... ton rythme naturel n'avait pas à s'adapter aux autres, qu'est-ce que tu abandonnerais en chemin ? En soi, je ne sais pas si j'abandonnerais vraiment grand-chose parce que c'est tellement justement passionnant, c'est tellement un métier de passion que je suis accro au travail. Et c'est ça aussi mon plus grand problème. C'est comme on voit dans les séries un peu télé, tu vois, la maman qui est hyper business woman et en fait qui malheureusement s'occupe même pas de ses enfants tellement elle pense à son business. Malheureusement, je suis cette personne. C'est horrible à dire, je l'assume entièrement et je pense qu'il faut assumer aussi ce genre de choses. Ton métier t'épanouit. Voilà. Dire, oui. Et ça passe avant tout. En fait, mon métier, c'est ma priorité. Et du coup, c'est pour ça que je me mets mal, même niveau santé mentale, parce que je suis accro à ça, quoi. Même au Girls Gang, créer des événements, j'en ai fait un par semaine, là. Enfin, je commence à me détruire niveau énergie, quoi. Mais parce que j'adore ça. Je suis trop contente de les organiser. Là, j'ai trop hâte. Il y en a un ce vendredi. Je suis là, ouais, trop contente, trop bien. Je pense à plein de trucs. Non, c'est juste, je suis accro à ça. Je suis accro à entreprendre. Là, par exemple, pour moi, les Girls Gang, ça suffit pas. Donc là, je m'engage dans quoi ? À faire un voyage, carrément, avec des... Non, mais toujours plus, en fait. Je veux jamais m'arrêter.
je sais que si le jour où pour moi ça sera pas encore assez, influence, événement, voyage, je sais pas, je vais créer une marque de fringues, j'en sais rien. Enfin, ça s'arrête jamais parce que j'aime trop ça, en fait. Et ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie ? Réussir sa vie, pour moi, c'est du coup faire bien sûr un métier qui te passionne, qui te rend heureux. Et c'est vrai que réussir ma vie, c'est vrai que, par exemple, je me vois totalement, moi, dans une genre de vieille ferme, en plein milieu des champs, avec plein d'animaux, des vaches, des chiens, des chats, des poules. Et pour moi, finalement, réussir sa vie, c'est oui, faire un métier qui nous passionne, mais faire aussi, avoir une vie aussi qui nous correspond totalement en fonction de nos valeurs, etc. Et c'est vrai que au niveau des valeurs, je reste quand même quelqu'un de très simple, même si on n'a pas l'impression des fois par rapport à ce que je véhicule sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais quand même avoir une vie un peu plus aussi dans la simplicité et reconnectée à tout ce qui est, surtout moi, les animaux, déjà. Voilà. Après, évidemment, je vais pas mentir. J'aimerais avoir les moyens plus tard pour justement pouvoir faire un peu, avoir la maison que j'aimerais bien, etc. Ça aussi, il faut pas se mentir, on peut pas vivre avec 500 € par mois, c'est pas possible. Donc voilà. Si ton food truck devait revenir un jour, quel plat tu servirais en premier ? Quelle bonne question. C'est trop dur. Non, mais franchement, le classique. Je me trouve même horrible de dire ça, mais un avocado toast. Bon, ça J'adore fonctionne. ça. Voilà. Ça fonctionne. Si tu étais un objet ou un bijou qui te fait sentir femme immédiatement ? Une bague. Si tu étais un objet qui te relie à ton juste rythme, ce serait lequel ? Une peluche. Laquelle ? Laquelle ? Une peluche, un petit ours en peluche. D'accord. T'as un doudou ? Oui, effectivement. C'est pour ça. Ok, c'était une info classée. Ça marche. Si tu étais un film ou une série, tu serais laquelle ? Horrible aussi à dire, mais Gossip Girl. Waouh. Je me suis trop identifiée. Malheureusement, c'est une série très problématique. On en a parlé, je me suis oui. identifiée toute mon adolescence à Serena van der Woodsen. Voilà. Ok. Si tu étais une phrase qu'on retient après t'avoir vue, ce serait laquelle ? Spontanée. Super. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Marion. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans le juste rythme. J'espère que cet épisode vous a offert un souffle, un sourire ou une idée à glisser dans votre quotidien pour avancer un peu plus à votre rythme. Si cet échange vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme préférée. Laissez un commentaire, c'est ce qui permet au podcast de rayonner. Pour découvrir d'autres épisodes ou me contacter, rendez-vous sur le juste rythme. Et si une femme inspirante vous vient à l'esprit, écrivez-moi, elle pourrait être ma prochaine invitée. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de votre cœur, de votre corps et de votre tête.